Aujourd'hui dans Conversation Secrète le podcast. Le film Saint-Omer de Alice Diop. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Rama, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Hello Ismaël, j'espère que tout va bien depuis notre dernière émission sur Douglas Sirk. Je te fais un petit message car je sors tout juste de la projection de Saint-Omer d'Alice Diop et je dois bien t'avouer que je suis encore un petit peu bouleversé. Je voulais en parler avec toi et pourquoi pas faire une émission Telex comme on en a pris parfois l'habitude. Hello Yann, écoute, merci de ton message. Alors oui, bien sûr, j'accepte volontiers ta proposition de partir en route vers Saint-Omer, essayer d'en dire quelque chose. C'est un film qui m'a vraiment fasciné, je crois que c'est le mot, parce que quand j'en suis sorti, j'étais très troublé, je sentais que des choses me travaillaient et j'avais du mal à saisir ce que j'avais à en dire. Donc retournons à Saint-Omer et essayons de voir ce qu'on pourra en dire, ouais, avec plaisir. Donc en route, ça, mauvaise troupe. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part, toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Cinéaste depuis plus de 15 ans, Alice Diop ne s'était jusqu'à présent jamais aventurée dans le domaine de la fiction. Aiguisant son regard par l'intermédiaire de documentaires, elle avait notamment questionné la vision portée par de jeunes hommes de banlieue sur l'amour et les femmes dans le très beau vers la tendresse. Avec Le brillant nous, la réalisatrice nous proposait un voyage le long de la ligne du RER B, allant à la rencontre de ses habitants, d'un mécanicien malien en passant par une infirmière visitant ses patients ou des fidèles commémorant la mort de Louis XVI. Par ce geste, elle interrogeait sur la possibilité de construire un tout à partir de singularités. Comment chacune et chacun serait la pièce d'un ensemble qui pourrait faire société. Avec Saint-Omer, Alice Diop semble faire le chemin inverse, troquant le périple et l'errance pour le quasi huis clos, disséquant un fait divers et mettant en scène seulement deux personnages principaux que beaucoup de choses rassemblent, mais qui par leur différence et par le regard porté par l'une sur l'autre, permettra au spectateur que nous sommes de rendre son humanité et sa complexité à celle qui a commis un infanticide. Rama, jeune romancière, assiste ainsi au procès de Laurence Colli à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent donc notre propre jugement. Ismaël, avant de rentrer un peu plus loin dans l'analyse du film, de ce qu'il convoque et provoque chez nous, je te propose de m'attarder sur le dispositif mis en place par Alice Diop sur ce métrage qui prend corps dans le palais de justice de Saint-Omer. Celui-là même où aura été jugée en 2016 Fabienne Cabou, la mère infanticide à l'origine du récit. En imbriquant le personnage de Rama, fictif mais pétri de réel tant il est inspiré de la propre vie de la réalisatrice, avec une reproduction scrupuleuse du procès, Alice Diop place son film à la frontière de la fiction et du documentaire. Pour capter le procès, elle a donc demandé aux comédiens de se réapproprier les textes de celui-ci et de le jouer dans sa continuité. Sans découpage préalable, Alice Diop a ainsi fait dérouler le temps du procès devant sa caméra, faisant fi des usages communs sur les tournages de fiction pour recréer un monde dans lequel elle pourrait déplacer sa caméra et capter à la manière du documentaire. Pas de top,
pas d'action ni de coupé à la fin des scènes ou des séquences. Ce faisant, Alice Diop a pu capter l'inattendu, saisir l'émotion, faire apparaître devant nous le temps du procès et surtout, point central de l'œuvre, a pu s'attacher à filmer le langage, la parole comme une matière et source du récit. Cette parole importante et si centrale dans un procès, et encore plus dans celui-ci. Pour terminer, je citerai Edgar Morin, qui, à propos du cinéma vérité et à la sortie de son film Chronique d'un été, co-réalisé en 1961 avec Jean Rouch, disait « Il y a deux façons de concevoir le cinéma du réel. La première est de prétendre donner à voir le réel, la seconde est de se poser le problème du réel. De même, il y avait deux façons de concevoir le cinéma vérité. La première était de prétendre apporter la vérité, la seconde était de se poser le problème de la vérité. Je crois que l'on peut dire qu'ici, Alice Diop se place brillamment dans la seconde catégorie. Donc avant de parler du dispositif même et de la mise en scène, disons, de la parole, la véritable scénographie de la parole au sein du tribunal, je voudrais revenir sur le titre même, Saint-Omer, qui est un très beau titre à plein d'égards, peut-être qu'on y reviendra, mais qui désigne d'abord, disons, le nom d'une petite ville de province française. Avant d'arriver à Saint-Omer, il y a un moment d'exposition du film où on nous présente le personnage de Rama, les conditions dans lesquelles cette affaire surgit dans sa vie et l'interpelle. Rama, c'est évidemment le personnage clé d'Alice Diop parce qu'il y a une part biographique à peine voilée dans ce film, et même, je dirais, revendiquée, mais il y a eu une volonté quand même de fictionnaliser aussi bien le personnage de la personne qui est jugée pour infanticide que celui de l'artiste qui est interpellé par cette affaire. Et donc Alice Diop est représentée, disons, par le personnage de Rama, une écrivaine, non pas une cinéaste, qui fait fond dans son enseignement, parce qu'elle est écrivaine, mais elle enseigne également à la fac, et elle fait donc référence à Marguerite Duras, notamment à toute sa réflexion sur les tondus, évidemment, qu'on voit dans Hiroshima mon amour, c'est-à-dire toute cette part maudite, cette part monstrueuse et terriblement humaine, pour reprendre les mots qui sont utilisés dans le film, qui habite chaque personne, évidemment, chaque être humain, mais ici particulièrement d'explorer cette monstruosité à partir de la relation mère-fille. Donc quelque chose de sous l'angle du féminin, donc d'une certaine façon. Ça, je pense que c'est très important. Bon, Duras, donc, le dit bien, c'est-à-dire de ces êtres rejetés et coupables qu'on voit tondus au départ à la Libération, et qui deviennent des personnages en état de grâce, hein. Comme on peut voir dans le cinéma de Dreyer, notamment Jeanne d'Arc, évidemment, c'est ça que ça évoquait, mais aussi dans le cinéma de Godard, dans Sauf qui peut la vie. Donc, cette figure de la femme, hein, qui prend en charge une part monstrueuse de l'humanité. Et donc, voilà l'angle. Bon. Et ceci aussi au moment où, évidemment, Rama, qui a une relation, distante avec sa mère, est elle-même enceinte. Donc, voilà, ces trois facteurs se conjuguent. Relation distanciée avec sa mère, elle tombe enceinte, elle va devenir mère, donc, et ce fait divers. Mais le titre, donc j'y reviens, c'est Saint-Omer. Donc les ingrédients, mais la marmite dans laquelle ces ingrédients vont être mélangés, c'est Saint-Omer, cette ville un peu, j'allais dire presque simenonienne, cette ville de province française grise, complètement d'une certaine façon anodine, mais dans cette froideur même de la ville, elle est représentée d'abord dans un paysage gris. C'est sur ce fond neutre, qu'est Saint-Omer, que la lumière de la parole va pouvoir éclairer la nuit, finalement, tragique, qui a frappé le personnage de Laurence et qui interpelle le personnage de Rama. Donc, ce fond
français traditionnel, simononien, cette grisaille, permet finalement, à l'intérieur de la neutralité et de la froideur même de la langue française, ce côté, on en reparlera de la façon dont le français est parlé dans le film, parce que c'est central, mais permet finalement l'avènement d'une lumière, quoi. Donc le tribunal, c'est le lieu où la parole va peut-être pouvoir fonctionner. Et effectivement, elle fonctionne. Où la parole va... Et qu'est-ce que c'est que la fonction de la parole? C'est de jeter une lumière sur ce qui ne peut pas être vu en face, comme le crime d'une mère vis-à-vis de son enfant. Donc voilà les premiers éléments. Après, on pourra peut-être, si tu veux, rentrer dans le détail, notamment, et là je te donne la parole, sur le procès en tant que tel, comment il s'articule avec les différents acteurs et la mise en scène d'Alice Diop. Ismaël, je n'ai pas résisté à l'envie de te faire écouter un petit peu de Thomas de Pourquerie, avec ici un morceau intitulé Joy. Si je te le fais écouter, c'est qu'en plus d'être musicien, Thomas de Pourquerie interprète le rôle du compagnon de Rama dans Saint-Omer, et même si nous n'entendrons pas le son de son saxophone dans le film, cela aurait été dommage de ne pas l'entendre ici. Mais revenons à nos moutons, et à la manière dont Alice Diop rend compte du procès. Et repartons, puisqu'on vient de l'évoquer, du personnage de Thomas de Pourquerie. Futur père, et on l'a dit, compagnon de Rama, celui-ci n'accompagnera pas sa femme lors de son séjour à Saint-Omer, et n'apparaîtra que de loin en loin, ou lors de fugaces conversations téléphoniques. Rama entreprend le voyage seul, presque comme une introspection. Cette âme solitaire va faire écho à une autre solitude, celle de Laurence Colly, l'accusé du procès. Dans Saint-Omer, Alice Diop interroge ainsi le rapport de ces deux personnages au groupe, à leur famille, et plus fortement à leur mère, et constate comment ces deux femmes sont confrontées à une intense solitude, mais plus encore, comment Laurence Colly sera invisibilisée notamment par le père de son enfant. Il est ainsi édifiant de noter que la majorité des références picturales que donne la réalisatrice au sujet du film sont des portraits, ceux de Cézanne par exemple, mais aussi La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci, ou Grape Wine d'Andrew Wyatt, qui est le portrait d'un vagabond noir. Le procès dans Saint-Omer est donc avant tout le dessin d'une personne, celui de Laurence Colly. Apparaissant principalement seule dans le cadre, elle est l'objet de tous les regards, et notamment du nôtre. Sa posture est droite, le décor fait de boiserie, et les vêtements du sujet offrent un camailleux ocre et marron, que n'aurait effectivement pas renié Rembrandt. Si les regards se portent naturellement sur Laurence Colly, la parole en fera de même. Alice Diop choisit d'épurer son film et d'éluder toute question et parole technique. Pas de légiste, par exemple, à l'inverse bien évidemment du procès originel. Elle se concentre sur ce qui pourrait mettre en lumière l'histoire de l'accusé et par écho expliquer son geste. Avec les interventions du compagnon de l'accusé, de sa mère, les questionnements de la juge, les inflexions de son avocate et les accusations de la partie civile, le spectateur essaie de reconstituer les pièces d'un puzzle sans forcément parvenir à le compléter. Mais la parole, c'est aussi de l'écoute, et le tour de force d'Alice Diop est de nous donner à voir cette écoute-là. Par son dispositif lui permettant de filmer le temps long et la parole qui se libère et défile, Alice Diop nous montre souvent des personnages réceptionnant un récit hors champ. Ainsi, peut-être pour la première fois, l'accusé, caché, reclus pendant tout le temps de sa grossesse, sera écouté et le tribunal lui offrira une visibilité nouvelle. De même pour la victime qui,
Même si elle n'est que peu portée à l'écran, est omniprésente dans nos têtes. Cette petite fille qui n'aura été connue que de ses 2 parents, non déclarés à la naissance, a le droit à une seconde naissance symbolique. Enfin, je voudrais revenir sur Laurence Colli, brillamment interprétée par Ghuslagie Malanda, et sur son parler. La réalisatrice avait été marquée par l'étonnement que certains commentateurs avaient face au langage soutenu de l'accusée lors du procès. Comme si une jeune femme noire ne pouvait s'exprimer de la sorte, enfermée qu'elle devrait être dans des stéréotypes. Alice Diop partage les mêmes origines que son personnage, et avant de te laisser reprendre la parole, je te laisse avec une petite archive d'Alice Diop expliquant son rapport au langage et à celui de ses parents. En fait, c'est très étrange parce que moi, je n'ai pas voulu habiter le réel dans lequel je vivais quand j'étais enfant. Et je crois que la littérature, mon rapport à la littérature, mon rapport obsessionnel à la littérature, au roman, est venu... En fait, était presque mon pays, mon territoire, ma langue. Et je me dis, là, 20 ans, 30 ans après, que peut-être c'est précisément parce que j'habitais une langue un peu précaire, une langue manquante. Mais effectivement, mes parents sont sénégalais. Ils sont tous les deux sérères, mais ils parlaient aussi le wolof. Et c'est une langue qu'ils ne nous ont absolument pas transmise. Donc, on a été éduqués, on a été élevés dans le français, mais à partir d'un français qui provenait d'une langue interdite et une langue manquante, puisque quand mes parents sont arrivés au début des années 60, ma sœur avait 2 ou 3 ans, je crois, et une institutrice avait sommé mes parents de ne pas lui parler wolof pour qu'elle puisse s'intégrer et acquérir le français. Et du coup, ils ont fait de cette ineptie totale, de cette violence raciste, en fait, de la confiscation de la langue, c'est quand même quelque chose de terrible, un principe éducatif, et ils ne nous ont absolument pas, ils nous ont jamais parlé ni wolof ni sérère. Et je crois que ça m'a fait habiter un endroit assez étrange, c'est-à-dire que dans une famille sénégalaise avec des parents qui parlaient entre eux une langue qu'on ne pouvait pas comprendre, mais qui la parlaient presque en murmurant. Et moi, j'ai toujours su, et je crois profondément qu'il y a des choses qui ne se transmettent que parce qu'elles sont dites dans sa propre langue. Qu'il y a énormément de choses que j'aurais pu apprendre de mes parents, que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas la langue qui permet d'aller enquêter auprès de ceux qui pourraient me dire ce que je ne sais pas. Donc ce rapport à la langue, il est constitutif en fait de mon identité. Enfin, il y a quelque chose à la fois d'un manque, et en même temps j'habitais cette langue française, j'habitais ce pays qui est complètement le mien, mais dont je savais aussi où j'étais pas complètement accueillie. Enfin, et ça c'est même si aujourd'hui socialement, politiquement, je peux complètement étayer pourquoi je le pensais quand j'avais 7-8 ans. C'était quelque chose que je ne pouvais pas du tout mesurer, mais c'est une intuition. J'avais cette intuition-là, que j'habitais un endroit qui vacillait en fait un peu à la frontière entre 2 mondes, et que il y a énormément de il y a énormément de choses auxquelles j'avais pas accès. Il y avait énormément de violence aussi dans ce que je pouvais percevoir du réel qui m'environnait, qui m'entourait. Et tout d'un coup, les livres sont apparus comme un refuge, comme un îlot, comme un territoire, comme un pays où je pouvais vivre des choses, où je pouvais penser, où je pouvais être. Alors oui, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le film, c'est la façon dont Alice Diop filme la parole, notamment dans le cadre du prétoire, enfin des débats dans le tribunal. D'abord, Valérie Dréville est extraordinaire. Elle est brossée avec ses cheveux. On dirait un personnage de Daumier un peu, mais elle porte quelque chose de la France révolutionnaire. Sa façon de porter les cheveux, sa façon de parler aussi, qui est à la fois neutre et qui porte quand même une écoute. Et donc cette mise en scène de la parole française, je dirais française, pas dans le sens nationaliste du terme, mais dans le sens que voilà, ça renvoie effectivement au procès de Jeanne d'Arc, de Bresson, à cette froideur un peu racinienne de la langue, qui, portée à un niveau d'incandescence finale, devient extrêmement lyrique et bouleversante. C'est-à-dire, il y a ce truc monotone de la langue française, il y a vraiment ça dans le film. Donc on parle, il y a cette froideur un peu, et puis à la fin, cette froideur, comme un métal, devient rouge et brûlante, et portée presque à un niveau de combustion totale, ce qui nous emporte, et
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène à Racine, à une certaine dramaturgie, disons, française. Bon, là, on le voit très très clairement dans Saint-Omer. Mais en termes de mise en scène de cinéma, il y a cette façon de filmer les chants contre chants, donc il y a un cadre très rigoureux, mais en même temps, il y a cette idée que on va filmer le contre-chant plutôt que le chant, c'est-à-dire on va filmer plutôt la personne qui écoute, parce que c'est ça la parole. Pourquoi la parole est froide? C'est parce qu'elle écoute, c'est pas forcément parce qu'elle est froide et impartiale, c'est aussi parce qu'elle écoute. C'est parce qu'il y a en elle ce silence. Et c'est vraiment ça le personnage de Valérie Dréville qu'on voit parfois simplement écouter dans le cadre. Et la parole est off, la parole de l'interlocuteur, de Laurence ou du témoin, son mari, c'est pas tout à fait son mari, son compagnon qui l'a mis enceinte, et cette parole vient de l'extérieur. Donc on voit le travail de la parole sur la personne représentée dans le cadre, et la mise en scène d'une certaine façon, c'est la parole même qui fait cette mise en scène. Donc il y a, comme tu le dis, un dispositif très beau dans ce tribunal, donc la grisaille de Saint-Omer, mais quand on est dans le tribunal, la lumière peut advenir. Du côté de Laurence, elle est contre un mur boisé. Donc il y a tout un jeu de couleurs entre la couleur de sa peau, de son chemisier, ce ton un peu mordoré et la boiserie derrière, propre au tribunal. Donc un tableau très boisé, orangé, très 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 beau, et qui varie en fonction de la lumière les fenêtres sont en face du mur d'en face. Donc il faut imaginer ce tribunal avec d'un côté il n'y a pas de fenêtre où il y a l'accusé, et de l'autre il y a les fenêtres, et c'est l'éclairage qu'on portera sur son témoignage et son cas qui varieront. Donc il y a une dimension un peu un travail de la lumière qui fait de ce lieu comme un échiquier avec un jeu d'ombre et de lumière très finement fait. Évidemment c'est pas expressionniste, mais ça fonctionne quand même comme ça. Donc on voit bien que c'est le lieu central, le lieu où les choses doivent être dites. Et Saint-Omer, c'est ça, c'est le lieu où l'indicible aura été dit. Alors ça vaut pour le cas de Laurence Colli, avec cette extraordinaire actrice, mais ça vaut aussi pour Rama, qui est le personnage qui prend en charge finalement l'interrogation d'Alice Diop, puisque le film poursuit quand même une interrogation d'Alice Diop qu'on a pu voir dans Nous, son précédent film, avec un même matériel, c'est-à-dire des films de famille. Les relations entre la mère et le père, c'est-à-dire il y a une question du délaissement de la femme à partir d'un certain âge par l'homme, et c'est en ce sens-là que le personnage d'Adrien, qui est interprété par Thomas de Pourcoury, est important vis-à-vis de Rama, c'est-à-dire que oui, avoir un enfant, c'est commencer finalement à être délaissé, c'est la question de l'amertume des femmes âgées est très forte dans le film, et comment cette amertume se reporte sur les filles elles-mêmes. Bon, il y a ça dans le fond, c'est un peu de la psychanalyse de bazar, mais il y a quand même ce lien un peu à la fois sacré et maudit entre les mères et les filles, qui est très finement exploré, quoi. Il y a plein d'autres choses aussi, notamment, mais je vais peut-être te laisser en parler. Je trouve ça assez beau, c'est la question musicale, cette musique un peu en écholalie, ces essoufflements, cet étouffement, et puis à la fin, qui comme je sais plus là, les angoissés, quand ils ont des crises d'angoisse, parfois ils prennent des sacs et ils respirent dans des sacs là. Et ben il y a cette dimension dans la musique qui est assez forte. Je sais pas ce que tu pourrais en dire, toi qui es un féru de musique, Yann.
Oui Ismaël, cette musique que tu évoques, c'est celle du groupe vocal américain Roomful of Teeth, qui s'est approprié une pièce de Caroline Shaw, intitulée Partita for Eight Voice, qui avait été récompensée en 2013 par un prix Pulitzer. Décomposée en 4 mouvements, la pièce est purement a cappella et cherche à peindre uniquement avec des sons produits par la voix, donc ses mots et son souffle. Dans l'œuvre de Caroline Shaw, il est donc affaire de polyphonie, d'harmonie vocale, mais aussi de dissonance, de voix qui s'entrechoquent et s'entremêlent, de souffles courts et coupés, comme tu le disais si bien Ismaël. On pourrait y voir une véritable retranscription musicale d'un procès, et pourquoi pas celui qui évolue sous nos yeux dans Saint-Omer. En tout cas, le lien entre le film centré sur la langue et l'utilisation de morceaux a cappella semble peut-être une évidence, mais reste que le parti pris fonctionne ici à merveille, surtout avec une pièce telle que Partita for Eight Voice. Plus populaire, une autre évocation musicale viendra conclure le film avec le morceau Little Girl Blue de Nina Simone, un choix encore une fois plus que pertinent tant il nous soulève le cœur d'émotion, le générique défilant. Je te propose d'ailleurs qu'on l'écoute ensemble Ismaël à la fin de ce petit Telex, mais avant ça je te laisse forcément écouter un morceau de Partita for Eight Voice de Caroline Shaw. Mais ce que je voudrais dire, c'est justement ce subtil travail qu'a fait Alice Diop, passer finalement du documentaire à la fiction, et on voit que le film est travaillé là-dessus. Donc il faut bien voir que dans Nous, donc qui était un film qui s'intéressait à la figure de son père, donc voilà, qui traversait la Seine-Saint-Denis comme sur une ligne de fracture, pour à partir de cette fracture, à partir de cette différence-là, créer. C'est sur la différence elle-même qu'on peut créer un nous. Ça, c'est une idée géniale d'Alice Diop. C'est la différence même qui permet le collectif. Et nous, c'était ça, cette idée de ligne de fracture qui pourra permettre de créer un monde. C'est pas sur on est tous les mêmes, allez, c'est la même famille, qu'on va créer un monde. Non, c'est dans la différence même, mais pas une différence idéalisée, une différence, qui nous ramène à quelque chose qui nous interpelle. C'est-à-dire que, voilà, on voit bien dans le cas de Laurence, par exemple,
il est tentant pour la prof de fac ou pour l'ethnologue ou pour de dire bon bah voilà, c'est cette différence finalement qui fait qu'elle a agi comme ça, son étrangeté, le fait qu'elle soit étrangère aussi, ou sa maladie mentale et tout ça. Mais en fait, ce que veut Rama, elle, c'est comprendre en quoi ça la concerne, cette différence-là. Donc il y a cette idée, il y a aussi cette idée dans le film, de comprendre la petite fille qu'elle était. Donc on voit des images, alors il y a différents régimes d'images, il y a les véritables films de famille d'Alice Diop, où on voit Alice Diop petite dans des réunions de famille qu'elle avait, où elle était un peu isolée, c'est cette petite fille qui pleure, qui comprend pas pourquoi elle est un peu rejetée par sa mère. Et puis il y a des moments qui ne sont pas dans ces films de famille, mais que Alice Diop a voulu tourner avec des acteurs, donc avec des actrices, donc elle a pris une actrice pour jouer sa mère à ce moment-là de sa vie, voilà, qui lui reviennent comme des souvenirs. Donc là c'est la scène très belle où sa mère se sent seule face à son miroir, délaissée par son père, et elle est solidaire et en même temps rejetée de ce sentiment lui retombe dessus d'une certaine façon, de délaissement de sa mère par son père. Et puis finalement le film c'est aussi ça raconte la réconciliation. Au départ on voit Rama qui dit mais non, moi j'ai pas le temps d'aider ma mère, qui laisse ça à ses sœurs, et le dernier plan du film c'est elle qui va faire des courses pour sa mère. Donc en fait et puis elle est à ses côtés, elle entend ce ronflement. Donc la musique d'étouffement, qui renvoie au crime évidemment, mais qui renvoie aussi à l'angoisse, à cet essoufflement que nous procure même la souffrance. À la fin, c'est une sorte de ronflement, on entend la respiration forte de la mère, ça c'est très beau. Donc il y a eu un isolement de la petite fille. Il y a des scènes très très étranges, je sais pas si quelqu'un d'autre le dira ou ira jusqu'à là, je sais pas si je dois moi y aller, mais quand elle est seule pendant le tribunal, Rama est seule dans sa chambre d'hôtel, elle déboutonne son jean, donc elle se touche son ventre, on le comprend parce qu'elle est enceinte et ça la ramène à sa situation, mais aussi il y a cette dimension presque onaniste, masturbatoire, de petite fille qui est un peu seule dans les rayons de lumière, dans sa chambre seule. C'est là que revient finalement son mari pour lui dire attends, ne tombe pas là-dedans, ne tombe pas dans cette solitude un peu masturbatoire, quoi, enfin dans ce rabâchage un peu. C'est là que le personnage d'Adrien intervient pour lui dire attends, toi t'es bien, t'es pas seul, quoi. Il faut suivre le film comme un fil comme ça, d'une femme qui est loin de sa mère et qui va s'en rapprocher, qui va revenir dans le camp un peu difficile des femmes un peu acariâtres, et essayer de les sauver elles aussi. Il y a une chose qu'on n'a pas encore dit, Ismaël, et qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'avant de sortir dans nos salles en ce mois de novembre, Saint-Omer avait déjà eu un beau parcours en festival et nous arrive avec une très belle réputation, auréolée de prestigieux prix et distinctions également, comme le Lion d'Argent à la Mostra de Venise ou encore le prix Jean Vigo. Bref, on tient peut-être avec Alice Diop une cinéaste qui fera date et qui pourrait bouleverser le cinéma français ces prochaines années, tant son approche semble innover et dessiner de nouveaux possibles et de nouvelles manières de donner à voir du cinéma. S'appropriant le réel sans jamais le caricaturer et offrant un regard complexe mais nécessaire sur notre société, que ce soit à travers ses documentaires ou ici avec Saint-Omer, Alice Diop semble avoir trouvé une recette pour nous ouvrir un peu plus grand les yeux. Je te laisse le mot de la fin, Ismaël, et je t'embrasse bien fort. Pour ma part, je conclus comme j'avais commencé, avec la citation d'Edgar Morin, qui, je crois, va comme un gant aux ambitions de cinéma d'Alice Diop. Il y a deux façons de concevoir le cinéma du réel. La première est de prétendre donner à voir le réel, la seconde est de se poser le problème du réel. De même, il y avait deux façons de concevoir le cinéma vérité. La première était de prétendre apporter la vérité, la seconde était de se poser le problème de la vérité. Cette citation d'Edgar Morin est tellement juste et belle, et je trouve qu'il est tellement approprié de la citer au moment où on évoque ce film de Saint-Omer d'Alice Diop.
ce que j'apprécie beaucoup chez Alice Diop, c'est que finalement, c'est pas, comment dire, il y a une intelligence qui est due non pas à l'intelligence des réponses qu'elle nous apporte, mais c'est que elle a compris que finalement, l'important c'était on peut dire toutes les bêtises, c'est pas grave. On peut faire toutes les réponses, toutes les explications. Il y a des moments très drôles dans le film où, voilà, la piste, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ethnologie, de la piste civilisationnelle, culturelle, oui, elle est sénégalaise, le maraboutage, tout ça. Laurence aussi essaye finalement d'externaliser la réponse pour essayer de comprendre, dire c'est pas possible que ça vienne de moi. Donc, elle s'autorise toutes ces réponses-là, toutes ces erreurs, mais ce film fera date parce que la façon dont est envisagé finalement le caractère, l'émigration, le fait que d'être étrangère, d'origine africaine en France, bon, ben voilà, jamais un film n'a travaillé cette question, même si c'est pas la question centrale, aussi intelligemment que Saint-Omer. Et en ce sens-là, il fait date. On est à milieu de toutes les conneries qu'on entend à longueur de journée sur ce que c'est que d'être un étranger en France. C'est-à-dire que, quand je dis conneries, c'est-à-dire que c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est que c'est toujours sur les mêmes présupposés. En fait, la question, c'est de poser bien les questions, en fait. On peut dire toutes les réponses, toutes les bêtises, mais l'art finalement c'est de poser une question d'une façon nouvelle, de manière à ouvrir un autre monde, quoi. Donc en fait, le regard est renouvelé, et c'est en ce sens-là que c'est une cinéaste au sens fort, parce que la question est posée différemment. Donc à partir de ce moment-là, on voit des choses nouvelles. Le monde n'est plus épuisé parce que les questions nouvelles viennent à se poser. Et sont posées de façon intelligente. C'est ça l'intelligence de cinéaste d'Alice Diop, c'est que elle nous donne à voir à travers des choses nouvelles, à travers une reformulation de choses toutes simples finalement. Et si elle arrive à le reformuler, c'est que parce que cette question l'interpellait elle-même. Donc elle y met aussi sa part, quoi. Donc il y a cette part, et on est ému par Laurence. On est ému par Rama, mais à la fin, on est ému par Alice Diop elle-même, qui en réalisant ce film, finalement, c'est pas qu'elle rachète le crime de Laurence, mais c'est qu'un film, c'est comme un contre-crime. C'est pas un antidote au crime, il y aura toujours des crimes, il y aura toujours des meurtres, il y aura toujours de la tragédie. Mais c'est un passage à l'acte dans l'autre sens. Voilà. C'est moi voilà, je dirais voilà, on dit souvent une œuvre d'art ça peut être un crime, enfin voilà, Thomas de Quincey, mais c'est quand même un contre-crime. Il s'apparente, ça s'apparente à un crime, c'est toujours, mais c'est l'inverse. C'est voilà. Donc Alice Diop fait ça avec et c'est extrêmement émouvant à la fin quand elle se regarde elle-même petite fille. Voilà, elle se regarde elle-même petite fille et on est à ses côtés, et là on ne peut être que extrêmement ému. La musique de Nina Simone dont tu as parlé tout à l'heure, oui, mettons cette chanson de Nina Simone, Yann. Je t'embrasse. What can you do? Old girl, you're through.
sit there, count your little fingers, unhappy little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. Each time you knew all you can ever count on are the raindrops that fall on little girl blue. Won't you just sit there, count the little raindrops falling on you. 'Cause it's time you knew all you can ever count on are the raindrops that fall on little girl blue. No use, old girl, you might as well surrender, 'cause your hopes are getting slender and slender. Why won't somebody send a tender